Moi, j'ai vraiment hâte de me faire challenger sur mes idées puis sur mes connaissances. Regarde-toi pas, on va m'en occuper de ça aussi. Bonjour à tous, bienvenue à Tout le monde a toujours raison. En fait, le retour de Tout le monde a toujours raison. Mon podcast préféré, le mien. On refait la formule un petit peu et je vais vous présenter mes deux co-animateurs, Luc-Étienne Gagnon et Jean-Pierre Vaillancourt. Donc, la nouvelle formule, c'est qu'on va continuer à recevoir des personnes en entrevue. Ça va être génial. La seule différence, c'est que c'est en studio maintenant. Donc, avant, je faisais ça en live et là, ça va être préenregistré pour être sûr que vous ayez un beau produit fini. Et on va recevoir plein de personnes intéressantes dans tous les domaines. Et principalement, évidemment, ça va être de vous inspirer en tant que personne, mais aussi en tant que futur entrepreneur et de voir les parcours des gens, ce qui les a amenés à faire ce qu'ils ont à faire. On va parler, des fois, on va avoir des épisodes où est-ce que on sera juste nous trois, comme aujourd'hui d'ailleurs, où est-ce qu'on va juste parler de l'actualité, de ce qui s'en vient. Donc, je vais vous présenter Luc-Étienne. Luc-Étienne, c'est maintenant un ami, membre de l'Authentic Mastermind, où je travaille à titre de formateur et conseiller d'affaires. Luc-Étienne, c'est un artiste, c'est un entrepreneur. Moi, je dirais que c'est un créateur d'aventures. Ses investissements personnels, c'est souvent ou ses aventures d'entrepreneur, c'est souvent pour créer des aventures pour les membres. Il est à la tête de Vananas. Il va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Donc, à la tête de Vananas, chalet de location court terme et plusieurs autres projets intéressants, bateaux de course, bateaux à voile de course. On a aussi ici Jean-Pierre Vaillancourt, aussi très bon ami, qui est un peu mon comic relief. Jean-Pierre, c'est mon cerveau, mon deuxième cerveau dans la vie. Fait que quand je me prends trop brillant, je pose des questions à Jean-Pierre, puis là, ça te perturbe. Non, en fait, Jean-Pierre, c'est un développeur, programmeur full stack, à la tête de Corsair Studio, une boîte de développement, justement. Il est aussi humoriste en développement, c'est-à-dire qu'il l'est déjà, mais il est plus en rodage. Puis la pandémie a fait qu'il a mis une pause là-dessus, mais j'espère qu'il va revenir parce qu'il était excellent. Moi, j'ai vu son premier spectacle qui était super bon. C'est un spectacle, C'était ton premier spectacle. Ça, c'est comme ça. Oui, bien c'était un spectacle. Tu étais devant une foule. C'était mon premier, donc ça répond. Exactement, donc ça s'appelle un premier spectacle. Jean-Pierre est dans la précision et tous les débats qu'on a, c'est souvent sur moi je vulgarise, puis lui, il veut absolument rentrer dans le détail. Fait que ça va être super intéressant, mais c'est un gars hyper intelligent. Ça compense un peu pour Luc-Étienne. J'ai pas besoin de précision là-dessus, c'est vrai. Oui. Non, mais en fait, vous êtes deux gars. Non, pas pour toi, je parlais pour moi. Ouais. C'était 30 secondes avant. Exact. Moi, je l'ai dit, tu sais, une abeille, ça s'enfarge pas d'un fleur du tapis avec les mouches. Fait que j'ai demandé à Luc-Étienne et à Jean-Pierre de se joindre à moi dans la renaissance de Tout le monde a toujours raison. Parce que c'est des gens avec qui je m'entends bien, mais aussi qui sont extrêmement intelligents et qui ont une réflexion qui sort un petit peu de l'ordinaire, toutes les deux. Donc, comme on l'a dit, Jean-Pierre est dans la précision. Il ne faut pas trop que tu divagues ou que tu utilises de mauvais termes, il va te ramener vers la réalité. Luc-Étienne, il a un côté extrêmement créatif, puis il voit des choses parce que les autres ne voient pas obligatoirement. Fait que... on va lui offrir une opportunité, puis en fait, c'est pas l'opportunité que tu lui offres qu'il va avoir, c'est 3 autres opportunités qui peuvent être développées via cette opportunité-là. Fait que ça, c'est un autre aspect qui est très, très intéressant. Ça reste, tout le monde a toujours raison, donc ça reste que le concept original, c'est que depuis plusieurs années, on vit dans une société où est-ce que tout le monde pense qu'ils ont raison. Fait qu'on veut développer un petit peu la réflexion derrière les personnages qu'on va passer en entrevue. On veut savoir un peu plus sur eux autres, leur parcours, et évidemment, il va y avoir des débats dans certaines émissions. Évidemment, il va y avoir des discussions où est-ce qu'on ne sera pas en accord.
Et l'objectif, évidemment, c'est de s'éduquer personnellement puis de vous éduquer dans le processus. Donc, Luc-Étienne, mon ami, présente-toi, s'il vous plaît, à notre nouvel auditoire. Bonjour. Présenter. On peut déjà commencer par tes entreprises. J'ai parlé tout à l'heure de Vananas. Oui. Peut-être expliquer un petit peu c'est quoi Vananas. En fait, Vananas a été créé à la base. On voulait faire l'acquisition d'un voilier. Voulant acheter finalement un voilier un petit peu plus dispendieux que celui qui était prévu à l'origine. On a fondé une OBNL pour créer une équipe de course pour s'acheter notre voilier de course de rêve. Et donc, on commanditait notre équipe de course via nos compagnies immobilières. Cette OBNL-là avait aussi pour objectif d'amener des jeunes de familles à faible revenu pour les initier à des activités de voile, donc en même temps avoir un côté redonné au suivant. C'est en suivi l'achat d'un véhicule récréatif pour tirer le voilier lors de nos différentes compétitions. Puis là, on s'est dit, c'est la pandémie, pourquoi ne pas acheter plus de VR pour mettre en location court terme puis profiter de la demande présentement par rapport à ce type de véhicule-là. Donc, on a fait de l'acquisition initialement de 16 VR pour mettre en location court terme. Avec différents associés aussi, je pense. C'est ça. Là, en fait, on disait tout simplement qu'on venait de s'acheter un VR puis qu'on voulait en acheter 2-3. Puis là, nos autres amis entrepreneurs ont dit hey, nous aussi, on embarque dans ton idée. Ouais. Donc, pandémie oblige, la livraison de ces VR-là s'est étalée sur 2 ans. Donc, on a reçu beaucoup moins de véhicules que prévu. Ça a été quand même une belle aventure. Là, tout récemment, on finit la construction de 6 chalets locatifs dans le coin de Saint-Jean-de-Mata. Donc, 6 chalets côte à côte. Environ 10 personnes peuvent dormir dans chacun des chalets. On vise beaucoup l'offre corporative, donc pour des lacs à l'épaule, des retraites dans la semaine qui vont pouvoir être louées par des compagnies, puis garder notre clientèle qui vient surprenamment des États-Unis, puis tout ça. Là, on vient de commencer la location des premiers chalets qui viennent d'être terminés. Félicitations. Encore là, après 2 ans de délai. Oui, bien évidemment. Alors que ça devait prendre 6 mois, pour lever le projet au départ. Sans compter les excès de coûts à cause nos coûts ont pratiquement doublé par rapport à ce qui était prévu initialement. Mais bon, on est très content du produit final. À date, on a des super bonnes reviews des gens qui voient le produit fini. Donc, on a voulu mettre ça quand même assez haut de gamme. Vue sur le lac avec coucher de soleil, accès au ponton en bas l'été, une belle piste pour aller se promener, faire de l'hébertisme. Puis ce qui est le fun, parce que tu as aussi un volet où est-ce que tu avais fait de l'achat de plusieurs des vélos électriques, des vélos de cross-country, des fat bikes, des one-wheel. Fait que l'avantage qu'il y avait, c'est que tu pouvais louer une vanne, pas une vanne, je dis Vanana, mais en fait un VR, un motorisé. Prendre les vélos, peut-être aussi louer le chalet. Tu sais, c'est comme toute une aventure que tu peux planifier via Vananas, via tes différentes entreprises. Là. C'est un peu ça que je disais par rapport à créer. Oui, c'est ça. En fait, cette franchise-là de Voiloka qu'on comptait mettre sur pied est venue du fait que quand on a acheté les VR, on avait besoin d'un espace pour les mettre. Ouais. Donc, on s'est retrouvé à acheter un immeuble qui appartenait au concessionnaire qui nous a vendu les VR, qui était à 10 minutes de leur concession, donc un 15 000 pieds carrés d'espace commercial, dans lequel on venait intégrer au rez-de-chaussée une franchise de Voiloka pour justement offrir tout l'aspect plein air, location de vélo, paddleboard, kitesurf, e-surf, e-foil. D'ailleurs, ça vaut la peine de mentionner que les achats de l'an dernier puis de l'année suivante, il y en a plusieurs maintenant qui vont être en recyclage, donc qui vont être à vendre à prix réduit. Donc, si jamais des gens sont intéressés. Encore des démos de vélo électriques pour les intéressés. Exact. Moi, j'ai été un de ses premiers clients à en acheter. Là. J'en ai acheté quelques-uns. Mais ils fonctionnent super bien. Mes enfants sont super heureux de leur cadeau. Fait que si jamais ça vous intéresse, nous, on a acheté 2 fat bikes,
on appelle, moi j'appelle ça un petit Tonka, là. Ça va partout. C'est un peu comme un fat bike, mais c'est pliable et rangeable. Puis c'est aussi à batterie. Puis l'autre, c'est comme une petite moto, style... c'est un peu comme ce qu'on avait, là, les vélos avec la tank dans les années 70, là, mais là, avec la batterie intégrée dedans, donc qui nous permet de faire plus longue distance. Vous n'êtes pas capable d'échanger... c'est 32 km/h à peu près, à moins que vous soyez hacker, que je suis vraiment pas du tout. Et tu peux absolument pas les monter à 55 km/h. Non. J'ai vraiment pas fait ça. Mais fait que c'est ça. Exactement. Fait que ça va très bien. Il y a une bonne indépendance, il y a une bonne rapidité, puis je suis très satisfait. Fait que, je te plug en même temps parce que ça vaut la peine. Je sais que tu as un bon inventaire qui te reste, puis il y a plein de monde qui en veulent des fat bikes, puis c'est quand même dispendieux, là, pour se le dire, là, quand tu achètes ça à plein prix. Fait que vous avez l'occasion peut-être d'en ramasser un à rabais, ça serait peut-être le bon moment. Fait que merci pour de cette introduction, mon cher Luc-Étienne. Maintenant, on a M. Jean-Pierre Vaillancourt qui travaille sur plusieurs projets intéressants. Plusieurs, oui, ça Plusieurs. Entre autres, ça fait longtemps, je pense que tu as comme mandat l'entretien du site du grenier, je crois, ou du développement de la plateforme du grenier. La plateforme du grenier aux nouvelles, en fait, c'est un client là, qui est avec moi depuis, ça va faire 8 ans. Peux-tu dire un petit peu c'est qui Grenier Nouvelles? C'est quoi le grenier aux nouvelles, c'est le média dans le domaine de la communication. Donc, offre d'emploi, nouvelles, formation, maintenant plateforme de recrutement aussi. Donc, tu sais, c'était à aller voir. Donc, nous, on travaille avec eux depuis 8 ans, on travaille sur la refonte de la plateforme. Donc, tu sais, en fait, nous, Studio Corsair, on est dans la création d'applications web sur mesure. Donc, vraiment pour ceux qui ont besoin d'optimiser la plateforme là, pour leurs besoins. Donc, dans le cas du grenier, ça te crée une plateforme qui gérait l'ensemble de leurs services puis qui se connectait aux multiples fournisseurs. C'est bien de le préciser parce que, tu sais, souvent, les gens disent je vais installer un CMS puis je vais monter un site web puis il va prendre l'expansion, mais des fois... Puis nous, on l'a vécu ensemble, on a travaillé sur un projet ensemble. Des fois, c'est mieux d'engager une compagnie comme la tienne, puis partir de zéro, puis vraiment bâtir une structure qui va être solide, puis soutenir la croissance, que d'essayer de plugger des affaires tout le temps. On a... Dans les prochaines émissions que vous allez écouter de Tout le monde a toujours raison, on va avoir Jonathan Thibault de Rubber Duck qui offre une nouvelle plateforme CMS super intéressante, mais encore là, tu vois, ça, c'est l'autre extrême de ce que toi t'offres. C'est intéressant de voir, tu sais. L'idée étant que, tu sais, une plateforme, ça se retrouve être un actif d'entreprise, donc dépendamment du type de plateforme qu'on veut développer, avoir les bons outils, la bâtir correctement, tu sais, ça a une plus-value. Sans compter que quand on travaille sur des relativement moins de grandes entreprises, ben, l'optimisation de la plateforme veut dire meilleur outil de travail à l'interne, ce qui veut dire gain de temps et gain d'argent. Donc, le but, c'est de dire, en fait, on n'est pas vraiment dans la création de sites web, vraiment plus dans l'applicatif. CRM sur mesure, par exemple. Oui, c'est ça, c'est du custom. CRM, ERP, oui, c'est ça, exactement. Custom, outils de gestion, automatisation des processus. Intégration des outils custom à des outils existants. En fait, nous, c'est ça, on n'est pas dans le plug-and-play d'applications existantes, on est vraiment dans... Vous développez. On développe de A à Z pour les clients, dépendant des besoins. Puis je te présente toujours comme étant un développeur full stack. Peux-tu un petit peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire full stack pour ceux qui ne le savent pas? En fait, un développeur full stack, c'est quelqu'un qui, en fait... il y a ce qu'on appelle la partie front-end, donc qui est visible qui est visible au client, puis toute la partie de la logique d'affaires, qui est ce qu'on appelle le back-end, et un développeur full stack, c'est quelqu'un qui travaille sur les deux parties. Moi, pour ma part, oui, je suis développeur full stack, mais je suis aussi gestionnaire d'entreprise, donc je m'occupe surtout de l'architecture aussi des applications, pas juste la partie développement. Puis surtout d'accompagner le client. Dans le sens que le client, lui, arrive avec un besoin. Est-ce que le besoin, il l'a bien défini? Comment ça se rapporte dans la vision technologique? Comment je peux l'aider à aller plus loin? Parce que des fois, ce qu'on croit être possible, ça peut être encore plus. Donc, tu sais, c'est surtout ça. L'accompagnement, la vision technologique, j'essaie de l'avoir avec le client aussi. Là, pas juste étant un exécutant. Là. Donc, je pense que c'est ce qui différencie un peu. Là. Le grenier aussi une belle beaucoup, là, en fait. Là, ouais. Le grenier a une belle croissance dans les dernières années. Je travaille avec différentes entreprises. Je ne sais pas tous les entreprises, je ne peux pas nécessairement dire, là, mais certains outils de gestion de plateformes d'aviation. Là, exact. Différentes choses. Je pense que c'est important. Nous, on s'est connus, on avait été engagés. En fait, moi, j'avais été engagé pour superviser l'intégration en fait, la migration d'un site
un énorme site international vers un nouveau site qui utilise. Et la compagnie qui avait été engagée avait utilisé un CMS existant en se disant, dans les délais demandés, puis on comprenait pourquoi ils ont fait cette décision-là, là, mais dans les délais demandés, on est mieux d'avoir un CMS en arrière pour pouvoir développer, puis ça n'a pas été... Le projet n'a jamais vu le jour. En fait, oui. Le projet n'a jamais vu le jour parce que, justement, il y avait l'intégration de toutes les fonctionnalités ne se faisait pas aussi facilement que les gens pensaient. Puis, si tu n'es pas en parfait contrôle du CMS que tu utilises aussi, ben malheureusement, même si tu es super bon, tu pars avec quelque chose que c'est pas toi qui as programmé, que tu n'es pas bien dedans, que le code ne fait pas toujours ce que toi tu veux ou interagira pas correctement avec ce que toi tu vas développer. Tandis que quand tu pars du custom, ben, tu pars vraiment avec quelque chose que par la suite, tu peux toujours réintégrer parce que ton code, c'est le tien. Ça, c'est sûr qu'il y a un coup de relier à ça, mais mon travail, quand un client vient me voir, c'est de dire est-ce que ça vaut la peine ou non. Je ne suis pas là pour monter un bill au client puis qu'à la fin, ça crée une frustration parce qu'il apprend un an après qu'une plateforme existante va faire quelque chose de similaire. La même chose, oui. Pas là pour ça, mais dans un cas comme la plateforme que tu parlais, on n'aimera pas de nom, on est arrivé trop tard dans le processus. Donc, la partie stratégie, planification, architecture est hyper importante. C'est là que si on va rentrer dans l'engrenage, tu peux pas revenir en arrière puis changer ça comme tu veux. Là. Ça m'est arrivé en passant 2 fois dans ma carrière, ça. Une dizaine d'années avant, je suis rentré comme consultant et développeur, parce que dans une ancienne vie, je développais, entre autres. Et l'analyste, parce que c'est une grosse compagnie de développement, puis il y avait un analyste, puis qui créait des cahiers d'analyse sur les besoins du client, puis avec les suggestions de CMS, etc. Puis en rentrant, j'ai dit, c'est pas le bon CMS, mais ça fait rien, Ghislain, bâti là-dessus. Puis même chose, ça n'a pas vu le jour avec ce CMS-là. Tu sais. Là, on parle dans le temps de Drupal, puis de Joomla, puis tout ça, là, mais c'était la même chose. Ça aurait dû être bâti à zéro, mais les budgets ne le permettaient pas. C'est souvent ça, les gens ne comprennent pas, des fois, l'investissement en temps, en énergie, puis en expertise. Des développeurs comme toi, on n'en trouve plus. Right? Fait que ça, c'est un gros facteur déterminant. Fait que quand t'en as pas, ben la ressource coûte plus cher. Fait que des entreprises de développement comme la tienne, mais sont obligées, ils n'ont pas le choix. Il faut que toi, tu as plusieurs employés, mais il faut que tu compenses ces employés-là, puis la facture va être. C'est pour ça que c'est important d'avoir des clients qui sont capables d'avoir un certain retour sur investissement rapide, dans le sens que, si, exemple, tu as 200 employés, puis tu n'utilises pas le bon outil, puis tout le monde perd 1 heure par semaine, tu dis 52 heures fois 200, juste là, en termes de salaire, tu payes une grosse partie de ta plateforme. Fait que tu te dis, comment est-ce que je peux aider à améliorer tout ça? Puis mais là, tu as une dépense RH versus une dépense IT. C'est pas le même budget, même si le propriétaire en haut, ça sort de sa poche d'un bord comme de l'autre. Et là, c'est des fois d'être capable de parler avec le gars d'en haut pour dire, hey, c'est qu'ici, on perd de l'argent parce que là, tu as un outil qui n'est pas efficace et qui n'est pas optimal. Mais heureusement pour lui, le débat a déjà eu lieu une fois qu'il arrive chez lui. Oui, souvent, il y a déjà eu lieu, puis c'est ça, là, exactement. Là, on essaie un peu de défaire cette partie-là, mais bon, écoute, c'est de trouver le bon client, le client qui est prêt à écouter, puis c'est ça, comme tu dis, on parle de côté départemental, mais ça va surtout être des entreprises privées. Là. Dans le public, essaye pas d'aller changer un fonds, l'amener ailleurs, ça marche pas de même, là. Mais dans le privé, quelqu'un qui est là, qui va optimiser, ben ça se fait. Puis sinon, écoute, dans les projets, on travaille aussi en ce moment sur le développement de notre premier SaaS. Là, donc, je peux pas en dire trop par rapport à ça, vu qu'on est au début du développement, mais on travaille sur développer notre premier produit, là, commercialisé dans les prochaines années. Dans les prochaines années. Ouais. Fait que ça vous donne un petit peu qui on est. Right? En fait, je ne me suis pas présenté moi, mais normalement, le monde me connaît. OK, je vais me présenter un petit peu. Ouais, je vais me présenter un petit peu. Donc, moi, c'est Ghislain Roy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon surnom, c'est Styles. Je suis principalement connu sous le nom de Plume Styles dans le Canada anglais et les États-Unis. C'est mon nom de plume parce que j'ai fait plusieurs choses au niveau artistique. Donc, mon métier, je suis un stratège en marketing et en branding depuis une trentaine d'années. J'ai commencé en publicité, puis je me suis développé à travers ça. Je suis aujourd'hui formateur, conseiller en affaires et bientôt conférencier. Et je l'espère d'ici 1 an, auteur, si je finis par finir. Je travaille chez Avego Academy, ou en fait avec Avego Academy, qui est une
je dirais pas que c'est une école d'entrepreneuriat, mais en fait, c'est plus comme une communauté d'entrepreneurs établis. Et on a un volet qui s'appelle l'Authentic Mastermind, dont mes 2 confrères ici sont membres. Qui ont fait des retraites mastermind. On est pas mal les seuls à être dans le 5 étoiles, je dirais, là, au Québec. C'est des grosses retraites. Dernièrement, on était en Toscane. Donc, je fais partie un petit peu, pas un petit peu, je fais partie de ça. Et j'ai plusieurs autres projets. Donc, ça, c'est moi. Donc, stratège en communication, commercialisation. J'ai eu plusieurs entreprises dans pas mal toutes dans pas mal toutes les choses. J'ai eu une boîte de développement web, j'ai eu une agence 3D, j'ai eu une imprimerie, j'ai eu une boîte de production photo-vidéo, j'ai été photographe de mode. Ça, c'était mon side hustle pendant 20 ans. J'ai développé une marque de linge pour mes enfants. Tu as été vraiment touche-à-tout, piégné dans beaucoup de domaines, ce qui fait que tu es pas mal un go-to, une ressource. Si on a besoin un overview, avoir un aperçu sur un autre angle là, d'un point de vue commercial. Qu'on a, souvent, tu as une solution quand même assez éclairée sur plusieurs sujets. Là. C'est une opinion assez informée, pas juste pitcher. Ouais, merci, c'est gentil. J'essaye. Je pense qu'il a joué beaucoup dans mon... il y en a beaucoup qui demandaient pourquoi j'avais innové autant dans le domaine des communications. Puis peut-être un jour, on rentrera dans tout ce que j'ai innové dans le domaine des communications, mais c'était principalement parce que j'essayais de savoir ce qui s'en venait avant que les autres le sachent. Puis le web, la technologie, c'est pour ça que toi et moi, on s'entend bien. C'était quelque chose de super important. Puis, j'ai été un des premiers à faire des sites web. L'animation 3D, j'étais pas mal dans les premiers aussi. Fait que j'essayais toujours d'être comme un petit peu d'avance. Fait que ça me permet d'avoir une différente visibilité. Le côté marketing, ça m'aide évidemment. Ça m'a aidé, c'est sûr. Là, parce que on s'entend qu'avoir des entreprises quand tu n'es pas dans le marketing. Mais je pense que ce qui m'amène à ce que tu dis, c'est le fait que je suis drivé par les défis. Fait que ça m'a fait que j'ai ouvert plusieurs entreprises certains ont été des grands succès, d'autres qui ont été des flops totales. Fait que ça me permet de voir ce qui s'en vient quand les gens m'en parlent. Et c'est ça, mais en même temps, il y a toujours des apprentissages derrière ces flops-là. Donc, je regrette aucune de mes échecs. Ouais. Peut-être une, mais en fait, je regrette rien qui n'a pas mis les autres. Tu sais, quand tu as un échec puis que tu sens que ça l'a peut-être affecté quelqu'un d'autre, là, ça fait un peu plus mal. Mais la majorité, sinon presque toutes sauf une de mes échecs, ça n'a affecté personne d'autre que moi. Puis c'était des échecs financiers et non moraux ou familiales. Fait que, tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu sais, puis je vis pas comme si ça... Quand mes business roulent, puis que ça va bien, puis que l'argent rentre, moi, j'ai pas plus d'argent dans mon compte de banque, dans le sens que je suis pas là pour ça. Je m'en fous pas mal, tu sais. Je vis pas ma vie comme un millionnaire si je suis millionnaire, puis je vis pas ma vie comme un pauvre quand je suis pauvre. Fait que, c'est ça. Je vis la même vie tout le temps. Fait que je vois pas. Ça m'impacte pas quand ça marche pas. Tu veux juste apprendre plus, en fait. Là. On s'entend, on apprend plus des erreurs et des succès. Quelqu'un qui vient te voir parce qu'il y a une problématique à résoudre, ce qu'il a besoin de tes connaissances, c'est éviter l'échec ou voir comment tu l'as déjà vécu, pas comment le succès est arrivé. Exactement. C'est exactement ça. Moi, j'ai toujours dit qu'on apprend plus. Si ton mentor, c'est une personne qui a juste connu des succès, c'est peut-être pas la bonne personne qui devrait t'enseigner. Parce que tu apprends beaucoup moins du succès que tu apprends. Parce que tout le monde... Tu sais, moi, j'ai eu mon premier succès. Quand j'ai ouvert ma deuxième entreprise, j'étais comme, ça va être facile. Parce que, tu sais, je suis tellement bon. Puis j'étais jeune, tu sais. Mon premier succès, j'avais 19 ans. Fait que... mais c'est ça. Ça n'a pas été trop le cas. Puis j'ai comme compris. Puis l'humilité, ça vient à coup de claque sur la gueule, hein? C'est ça. Hey boy. T'en restes plusieurs à recevoir d'abord. Oui, en effet. C'est ça le but du podcast? Ouais, c'était ça. Tout le monde a toujours raison. Oui, comme la joke que je dis toujours, tout le monde a toujours raison tant qu'ils sont d'accord avec moi. C'est ça. Oui, mais j'essaie de conseiller du mieux que je peux. Puis, tu sais, je dis aux gens que je conseille d'aller chercher une deuxième opinion. Une source d'information, c'est jamais l'idéal. C'est pour ça qu'on est 3. Exactement. On va débattre. Exactement. Mais on est 3 personnes très similaires au niveau de
de notre soif d'information, mais très différent dans notre niveau analytique. On n'analyse pas les choses de la même façon toutes les trois. Je n'analyse pas. Ouais. Je joue pas à l'instinct. Ouais, je suis pas Peut-être d'accord. que tu le fais sans t'en rendre compte, en fait. Là, Non, il est très analytique des autres. Il est très bon pour analyser ce que l'autre a besoin. Oui, à ce niveau-là, mais tu sais, quand dans les styles de personnalité, il y a des gens qui vont des fois bloquer dans leur développement parce que faut qu'ils connaissent tout dans tellement le détail qu'à un moment donné, ça devient paralysant. Ouais. Moi, mon but, c'est d'avoir du plaisir d'abord et avant tout avec les gens de mon entourage, puis avoir du plaisir à faire ce que je fais. Fait que c'est ça qui me drive. Comme tu disais, moi non plus, c'est pas une recherche d'être riche avec les entreprises dans lesquelles je m'implique. C'est « Hey, je vais-tu avoir du fun? » Puis comment je peux avoir du fun avec le monde qui m'entoure parce que j'ai pas le goût d'être sur la plage avec mon margarita tout seul tantôt non plus. C'est exactement ça. Donc, tranquillement, j'amène des gens de mon entourage tout en occupant ma job de jour, puis c'est comme, j'ai du plaisir à faire ce que je fais, puis je laisse la plupart de mes projets sont gérés par d'autres, puis une fois que l'idée est en place, bon, ben ça fait ses petits, puis ça, ça se gère par lui-même, mais fait que dépendamment, c'est ça. Fait que quand je dis je suis pas analytique, c'est juste parce que c'est ça. Pour moi, c'est comme... C'est là qu'on est très différents. Tu vois, comme moi, c'est l'infaisabilité, c'est ce qui me drive. Moi, si tu me dis c'est pas faisable, c'est garanti qu'en un an, c'est fait. Là. C'est pas mal comme ça. Le voilier, on me dit, ben non, tu peux pas avoir un voilier payé par ta dépense de compagnie, Ben, je les attends un peu là, on va me creuser la tête. Puis heureusement, j'ai un comptable qui, lui, liberté financière, passe 6 mois par année dans son VR. Je disais, écoute, je dis, toi, ton VR, puis... Mais toi, tu te vois dans le voilier, right? Toi, tu vois le voilier, puis tu as le goût d'avoir le voilier. Moi, je m'achetais un petit Tenzer à 10 000 $, puis là, quand j'ai vu l'autre au bout du quai, je fais comme, OK, c'est ça que je veux finalement. Là. Ben là, ça que je veux finalement, c'était pas le même prix, puis il fallait que je sois... Fait que là, je me dis, OK, comment je peux activer mon mode créativité? Puis c'est ça, des fois, les gens disent, OK, mais comment tu fais pour développer tous ces business-là? Ben, je pense que moi, par rapport à beaucoup de mon entourage, moi, je dis souvent, je suis le pauvre de ma gang. Donc, ça force ma créativité parce que je l'ai pas, moi, le stack à la banque qui fait comme, OK, je mets le cash sur la table puis qui me permet d'avancer. Fait que j'ai pas le choix de trouver les leviers qui me permettent d'être créatif pour arriver à mes fins et dire, OK, comment est-ce que je peux faire en sorte de me payer ça sans que ça sorte de mes poches? Puis comment je peux, à ce moment-là, me mettre en partenariat avec d'autres qui ont les mêmes désirs que moi puis aller de l'avant avec ça. Mais c'est ça, toi, moi, j'appelle ça, comme moi, je suis challenge-driven, toi, t'es passion-driven. Oui. Right? Fait que toi, c'est comme des passions. Tu sais, comment j'arrive pour arriver à faire ce que j'ai le goût de faire? Tandis que moi, tu m'aurais dit, tu peux pas avoir le voilier, même si je le veux pas, le crise de voilier. Dans un an, j'ai le voilier. Le résultat, j'en ai rien à branler. C'est pour ça que ma longévité en affaires, c'est souvent 5 ans avant que le boredom s'installe puis que je dois partir un nouveau projet. C'est parce que j'ai franchi le cap de l'accomplissement, puis après ça, right, où je vends, où je ferme, où je passe, où je pars 3 autres projets. Toi, comment tu te sens là-dedans? Parce que toi, t'es pas mal quand même... T'es un peu... Je dirais pas... Toi, t'es pas challenge-driven, par exemple. Ça, je peux te dire ça. Ça dépend sur quoi. Dans le sens que moi, je suis on va dire, je suis le geek typique, là, dans le sens que je tripe 3D, impression 3D, Web 3, technologie. Tu sais, si tu m'apportes un challenge technologique, ça m'intéresse. Ouais. Puis des fois, ça va être time-driven, le challenge technologique. T'es pas knowledge-driven, toi, plus? Ben, je pense que ça va avec, là, dans le sens que, tu sais, si tu veux résoudre le problème technologique, c'est rare que ça se fait juste avec de l'huile de coude, là. Je veux dire, à la fin, il faut que tu ailles chercher. C'est pas ça qui te nourrit? C'est pas parce que moi, j'ai l'impression que tu es nourri par l'apprentissage de te rendre jusque-là. T'as raison, parce qu'une fois que je sais comment le faire, l'exécution m'intéresse moins. Parce que je trouve la façon de le faire, l'exécution, ça devient un mal nécessaire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme là, faut le laisser à quelqu'un d'autre. Du bout de là, challenge, c'est de comprendre comment arriver à mes fins. Pour exécuter la recette, ben, c'est comme, OK, la recette existe maintenant, faites-la. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, j'étais un peu piqué sur des descriptions ou, comme tu l'as dit, j'étais un peu à chance groupe d'affaires parce que quand je comprends quelque chose, c'est parce que je vais le comprendre jusqu'au fond. C'est comme ça, en effet, que je fonctionne. Donc, ouais, je dirais que je suis peut-être plus
Knowledge-driven. Oui, je pense que c'est knowledge-driven. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Puis, tu sais, tu dis, oui, tu es piqué sur des affaires. Puis, moi, c'est. Tu sais, je le dis toujours au monde, là, j'ai comme mon génie de service. Là. Avant, je le faisais moi-même, puis c'était long. Là, j'ai juste à t'appeler, c'est bien moins long, puis c'est bien moins fatigant. Mais tu sais, comme moi, c'est pas de temps Tu prends ton téléphone, puis il apparaît. Oui, exact, Voilà. c'est presque ça. Ça prend un méchant téléphone pour que je passe. Toi, t'as presque ça. Toi, t'as presque ça avec moi. Tu prends ton téléphone, c'est moi qui réponds. Chacun son génie. Ouais. Voilà. Moi, j'ai pas dit que j'étais le génie, par exemple, mais ouais. Je suis plus la réceptionniste. Il m'appelle après. Non, mais ce que je voulais dire, c'est... ouais, c'est ça. Fait que tu vois que pour moi, ça, c'est des outils, right? Fait que d'avoir appris tout ça, c'était une nécessité pour démontrer que moi, je suis capable, right? Toi, c'est plus comme I want to know, tu sais, comment ça marche, ça m'intéresse, je veux le savoir. C'est pour ça, souvent aussi, quand on s'explique, moi, je vais tout de suite vers la simplification de ce que c'est. Puis que toi, tu fais exactement le contraire, tu t'en vas vers, mais précisément, voici ce que c'est. Ben, on a eu des discussions sur le Web3 récemment, ainsi de suite. Puis moi, je veux pas savoir quand ça fonctionne, je veux savoir comment coder le smart contract, comprendre comment ça fonctionne jusqu'au détail. Sinon, j'ai l'impression de prendre des shortcuts. C'est ça. Tandis que moi, si je peux prendre un shortcut, et voilà. Je le prends. Après, on va se ramasser à la même place. La seule différence, c'est qu'il faut que tu valides mon code avant. On va dire ça, on va valider. Il faut que tu valides au fur et à mesure, mais c'est ça. Mais c'est ça, principalement, c'est d'arriver au même résultat, mais tu n'as pas pris la même direction. Fait que moi, je vais m'équiper de gars comme toi. Ben, c'est ça, on est complémentaires, puis à la fin, c'est ça. C'est la force du groupe. Exactement. Exactement. Non, mais tu sais, être capable de déléguer, tu sais, souvent, c'est notre bébé, on veut tout faire, on a peur de laisser à d'autres le soin d'amener le projet ailleurs. Mais à un moment donné, tu as 24 heures dans une journée, tu sais. Ouais. Fait que moi, je dis, si je veux pouvoir profiter de tout ce que je veux profiter, je peux pas être hands-on dans tout parce que je vais juste pouvoir faire un projet à la fois, tu sais. Mais c'est très rare chez les entrepreneurs. Toi, tu as une structure aussi, dans le sens que le domaine d'où tu viens, le fait que tu as eu des emplois puis que tu es un entrepreneur. Ton side hustle, c'est d'être un entrepreneur. Right? Fait que ça te permet d'avoir une structure puis de comprendre la délégation. Un entrepreneur qui est né entrepreneur, qui n'a jamais été autre chose qu'entrepreneur, a beaucoup plus de difficultés à déléguer parce qu'il n'a pas appris la structure. Oui, mais tu sais, early on, là, quand j'étais à mon compte 10 ans à faire du 3D, tu sais. Bon, mais je faisais des journées de 80 heures. Mais tu déléguais pas. Puis là, à un moment donné, c'est là que je me suis rendu compte. Je dis, OK, je peux pas scaler ça à l'infini parce que j'ai juste moi. Alors, c'est là que j'ai commencé à aller approcher d'autres bureaux, des jeunes qui démarraient, et dire, hey, si je t'amène des contrats de 3D, est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Puis là, du jour au lendemain, je ne faisais pratiquement plus que de la représentation. Ça me permettait d'aller chercher des plus gros mandats parce que selon les mandats, j'allais chercher des plus grosses firmes pour les exécuter. Eux étaient contents parce que c'était un vendeur qui ne payait pas. Puis moi, ben, je me gardais ma spécialité qui était comme tout ce qui était modélisation, freeform, puis les trucs plus avancés. Parce que c'était ça mon créneau spécialisé, mais là, j'y consacrais 10-15 heures par semaine. Et toi, tu étais plus industriel, non? Oui, c'est ça. Moi, je suis back en design industriel, c'est de la modélisation 3D, moi, dans le but d'aller en production. C'est ça. J'étais président du club usagé SolidWorks pour le Canada. Mais rapidement, ce que j'ai commencé à faire, ce que je déléguais, c'était toutes les rendus 3D photoréalistes qui, il y a comme 20 ans, étaient dans ses tout débuts. Et on approchait des compagnies, South Shore Furniture. Mais comme les gars d'Illustra. Comme les gars de Illustra, la compagnie Illustra. Possiblement, je les ai pas connus, eux autres. Non, mais eux, c'était pas mal les précurseurs dans le photoréalisme au niveau immobilier. Mais c'est ça, c'est que beaucoup de ces firmes-là étaient justement dans l'immobilier. Et là, puis
pas longtemps après, les Chinois ont embarqué dans ce marché-là, puis ça les a tous tués. Ouais. Parce que là, il y avait des milliers de petits Chinois, un à côté de l'autre, à travailler. Puis tous les studios Léonard et tout ça, il y en a beaucoup de studios qui ont été frappés très fortement par ça. Surtout dans l'architecture. Fait que nous, en m'étant spécialisé, en venant en fait du domaine du développement de produits, j'approchais les firmes de marketing puis de design de différentes entreprises. Puis là, on était capable de renouveler leur catalogue. Max, par contre, par exemple, des bains qui étaient dans leur catalogue depuis 10 ans, en leur modélisant, les ventes ont remonté de 30 %. C'était le même bain, là. Ils s'en allaient le mettre le moule était en fin de vie, là. Il a fallu qu'ils le reproduisent, pour Parce que là, on était capable de faire des images, champêtres puis très contemporaines dans le même catalogue. Plus vendeur. Puis, aux 2 ans, OK, on change la couleur de la céramique, je veux dire, t'es plus dans... Mais c'est ça, fait que j'ai trouvé la niche qui disait, OK, il y avait des coûts énormes à photographier ça dans la vraie vie. Là, on pouvait le devancer. Puis, c'est un peu comme ça. C'est toujours mon approche. C'est de dire, OK, c'est quoi le pain que ces gens-là vivent? Puis comment est-ce que je peux trouver une solution rapide? Puis, c'est un peu comme beaucoup de bonnes idées, finalement, là, qui voient le jour. Là. Des fois, tu dis, mais c'est tellement simple à l'origine, puis mais il fallait juste comme mettre les bonnes personnes en place. Là. Quand j'ai ouvert Hypermédia en 95, le 3D commençait, right? L'Internet, ça faisait 2 ans que c'est sorti, 93. Puis on a été les premiers à intégrer le 3D dans des publicités télévisées, parce que ça coûtait tellement cher produire du 3D que personne n'osait le faire. Fait qu'on était comme une des premières agences à faire du web, une des premières agences à intégrer du 3D, mais à un niveau plus utilisable. Fait qu'on avait comme client, on avait Canal Vie, on avait Météo Média. Fait que, les petites animations 3D entre 2 émissions, tout ça, c'était où ils le faisaient à l'interne. Comme Météo Média le faisait à l'interne, à un moment donné, la personne à l'interne est partie, puis qu'il n'y avait plus personne, puis qu'ils nous engageaient pour continuer ça. Mais c'est ça, nous autres, on a innové à ce niveau-là, right? Puis qu'on a dit, OK, après ça, on a commencé à faire des GIFs. Les GIFs animés sont sortis sur le web, mais on était les seuls à faire des GIFs animés 3D. Right? Parce que le monde commençait à faire des GIFs animés, puis là, il n'était pas déjà... Mais nous, on faisait déjà de l'animation. Fait qu'on a commencé à intégrer les GIFs animés 3D. Fait que souvent, c'est ça, c'est l'opportunité. La technologie arrive, es-tu prête? Tu le sors, ça. Je te vois sourire, vas-y. Non, mais je veux dire, les auditeurs vont comprendre que j'étais pas très, très vieux à ce moment-là. Donc, tu sais, on parlait de complémentarité, là. Ouais. Je suis l'utilisateur qui est arrivé avec des ordinateurs qui fonctionnaient. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai commencé sur du AT, là, mais ouais. Bref. Avec des grosses disquettes. Je vous écoute parler, puis c'est 5 écarts. J'ai fait de la 3D, j'ai étudié en 3D, j'ai commencé avec la 3D, mais c'était pas exactement la même game. On pouvait faire le rendu sur une seule machine. On faisait du rendu sur une seule machine, mais il n'y avait pas de photoréalisme encore. C'était 120 000, puis... Oui, en fait, comme une station normale, dans le temps, c'était Silicon Graphique ou Pentium. Silicon Graphique, une station, c'était 40 000 le prix de base. Oui, plus ta licence Pro E. Fait que là, tu parlais d'un setup à 80-100 000. Puis 2 ans après, tu sais, mon cousin qui était une des firmes avec Canadair puis Bombardier qui faisait du 3D sur Pro E à Montréal à ce moment-là, les ordinateurs servaient de doorstopper, puis ça valait plus cher que son char. Il ne se résoudait pas à les mettre au vidange. Fait qu'il servait littéralement à tenir la porte ouverte dans le bureau. Ça, l'année pas. 2 ans avant, il avait payé ça 50, 60 000 absolument. C'est fou. Là. Écoute, moi, on a appelé ça Pamela avec mon ami. Il montait les ordinateurs en 93. Oui, en 93. En tout cas, il faudrait regarder quand est-ce que l'usine en Inde de RAM avait flambé, là, mais c'est dans ces années-là. Fait que premier Dual Pentium avec 128 MB de RAM au Québec. Là. Ça avait coûté 12 000 $ de RAM pour 128 MB parce que l'usine en Inde qui faisait le RAM avait flambé. Ça avait fait un skyrocket. Écoute, 12 000 de RAM. Aujourd'hui, 128 MB, tu fais quoi avec ça? Tu as ça dans ta montre. Ben oui. C'est fou pareil, hein? T'as même beaucoup plus que ça dans ta montre. Fait que, tout ça pour dire que on va avoir des beaux sujets à développer, que ce soit technologique. On a tous des expertises qui sont le fun. L'objectif, évidemment, c'est de vous faire connaître à vous autres plein de personnes intéressantes comme eux autres. On va aller dans plusieurs sujets. Comme on vous a dit, on a Jonathan Thibault, on a
en ce moment, d'ailleurs, on est dans les studios de Black Box Media, qui sont nos partenaires dans notre podcast. On a notre ami Marc. Marc, es-tu capable de venir faire un petit bonjour devant la caméra? Marc, qui est celui qui s'occupe du montage, fait que si on a l'air con, c'est de sa faute. Il faut pouvoir se couper au montage pour dire. Exactement. Salut. Ça, c'est Marc. Salut. Marc, c'est l'associé de mon ami Rinaldo Mendoza, qui est un marketer. Marc s'occupe de tout l'aspect technologique, filmage, montage. Et Ray s'occupe de l'aspect marketing. Donc, c'est nos partenaires dans notre nouveau podcast. Et on est dans les studios de Black Box Media, fait que c'est important de le mentionner. Il y a plein de sujets. Y a-t-il des sujets que vous allez vouloir aborder particulièrement, des choses qui vous intéressent, qui s'en viennent? On va peut-être parler d'économie, hein, parce que je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement de rentrer dans ça. C'est un passage obligé. Ouais, je pense qu'il va y avoir des gros enjeux là, avec ça, l'inflation, la récession qui va s'en suivre, comment on se positionne, comment les entrepreneurs, dépendamment d'où ils sont dans leur développement d'entreprise, à quel point ça va impacter la recherche des capitaux, le financement, les liquidités ou le cash flow à court terme. Il y en a beaucoup qui vont perdre beaucoup de clients, d'autres qui vont en gagner. C'est comme pendant la pandémie, là, il y a des compagnies qui ont... je sais que dans notre regroupement, il y a, je te dirais, 95% de nos membres ont explosé leur business, mais les gens étaient prêts à se revirer de bord. Je pense que c'est la capacité à être capable de réagir quand une situation se présente. Il y a plusieurs choses qui ont fermé. Tu as un restaurant. Le restaurant, il ferme pendant 2 ans. Je veux dire, tu as beau être créatif, là, à un moment donné, commande à l'auto, ça fait son temps. Là, fait que c'est sûr. Ça dépend où est-ce que tu es, comment tu t'adaptes. Il y en a que, malheureusement, ils n'ont pas pu se revirer de bord aussi vite que l'autre. Mais il y en a qui ont explosé pendant la pandémie, puis là, ils vont frapper un mur parce qu'ils s'attendent à la même facilité qu'il y a eu dans les 20 dernières années. La majorité des gens n'ont pas vécu les grosses récessions. Là. Ça fait 25 ans qu'on roule sur du beurre. Oui. JP, nous, on a parlé beaucoup de réalité virtuelle, de NFT et tout ça. On a parlé beaucoup de ça. C'est sûr que la partie crypto, moi, je trouve ça hyper intéressante, la partie technologique de tout ça. Ce que je trouve intéressant aussi en ce moment, on va plus avancer le débat public, là. Ouais. La partie, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, puis maintenant, c'est rendu assez poussé, très accessible. L'intelligence artificielle, le côté moral de la propriété intellectuelle, c'est basé sur quelle œuvre, et ainsi de suite, comment ça fonctionne. Tu sais, j'ai une opinion là-dessus, probablement que vous en avez aussi. Ouais, c'est je trouve ça hyper intéressant d'en jaser parce que, tu sais, je trouve que l'intelligence artificielle se réplique beaucoup la réflexion humaine, tu sais, l'apprentissage humain. Donc, tu sais, pourquoi, pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle qui réplique ou qui s'inspire d'une œuvre d'un artiste X, ça serait plus une violation de la propriété intellectuelle qu'un humain, tu sais? Ouais. Ça ne l'est pas, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est... Il y a beaucoup d'artistes qui sont contraints par rapport à ça, puis je le comprends, mais en même temps, je trouve que c'est un genre de discussion que je trouve hyper intéressante de fond qu'on peut aller. Comme je disais aussi, la même chose VR, on parle beaucoup de metaverse. C'est quoi? Est-ce que ça a sa place? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que Meta est complètement dans le champ? Est-ce que... Bref. Est-ce que Meta va survivre? Versus qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que Meta va survivre? C'est même Amazon là, qui a vu une baisse d'1 trillion de dollars. Là. Ah oui, 1000 milliards de dollars de pertes. Pas de pertes, parce que en fait, eux, ils font encore de plus en plus d'argent. Leurs bénéfices augmentent, mais ils perdent 1000 milliards de dollars dans la valeur d'action. Et ça, c'est un autre sujet qui va être intéressant. Il y a la santé aussi, puis l'équilibre de santé, que j'aimerais peut-être qu'on ait des invités qui soient par rapport à ça. Dans la crypto, tout ça aussi, il y a peut-être des gens intéressants. Si vous avez des gens à nous proposer, envoyez-nous des messages. On va être publié sur toutes les grandes plateformes en passant, et vidéo et audio. Spotify, Audible, Apple Music, YouTube, Facebook. Puis, on va essayer d'avoir le plus souvent possible des invités intéressants qui peuvent nous amener quelque chose, qui vont nous enrichir. Parce qu'en fait, on fait ça autant pour nous autres qu'on fait ça pour vous autres. C'est comme... dans le plaisir et l'agrément. Exactement. 2 pierres, un coup. C'est ça? Non, 2 pierres, 2 coups. Mais ouais, ça va bien. Ça va être exactement ça. 2 efforts, un résultat. Exact. Fait que... dans ce parcours-là, ce qui serait intéressant aussi d'aller développer, c'est... en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde puis qu'on explore un peu plus la réalité
des gens. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de l'information qui est propagée en ce moment sur... OK, tiens, je coupe ma propre phrase, là, mais j'aimerais... Ça me dérange pas d'être inspirant, mais j'aime mieux éduquer. Il y a beaucoup de personnes en ce moment sur le web qui inspirent vers le succès, qui propagent la facilité, qui dit que tu es capable. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui donne la réalité de ce que c'est. Tu sais, être un professeur universitaire, je donne un exemple, là. Qu'est-ce que ça a pris pour la personne de se rendre là? Pourquoi l'école, c'est important, puis pourquoi le message de l'école n'est pas importante est peut-être pas tout à fait réaliste. Puis en passant, moi, j'ai pas d'éducation ou presque. Là, j'ai quasiment tout appris sur le tas. Mais je suis allé chercher de l'éducation par après. Puis j'ai comme fait mon parcours à l'envers. Parce que j'ai réalisé que même si je voulais pas, il y a une structure dans l'éducation que ça prend beaucoup plus d'années à apprendre par soi-même. Fait que ça, c'est un des volets que j'aimerais qu'on développe. J'aimerais qu'on soit très réaliste dans la façon qu'on approche l'entrepreneuriat, qu'on approche les différents emplois. Tu sais, c'est bien beau, les policiers, c'est tous des trous de pète, mais pourquoi? Qu'est-ce qui crée ça? Comment ça se rend jusque-là? Est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce qu'un mauvais policier sur 25 fait que sa réputation la réputation générique est mauvaise? C'est quoi les réalités? C'est quoi les défis qu'ils ont? Même chose pour les entrepreneurs, même chose pour les politiciens. J'aimerais ça avoir une couple de politiciens comme invité. J'en ai déjà 2 dans la tête, on en a parlé, mais je ne veux pas voler le punch parce que si ça se dit non, je vais avoir jinxé ça. Oui, parce que ça aussi, c'est une autre clientèle qui sont là à la base pour servir les gens puis pour le bien commun. Ouais. Puis tabarnouche, tu sais, j'ai déjà voulu... On m'a déjà proposé, tu sais, il me semble que je te verrais politicien, mais j'ai une facilité à m'exprimer puis à être en contact avec les gens, mais être en manche des claques à la gueule, tu sais, je veux dire, faut que tu ailles la foi, puis, tu sais, faut que tu ailles le sens du devoir, parce que tabarnouche, tu te mets sa ligne, puis peu importe ce que tu vas faire, c'est rare que tu vas faire l'unanimité tout le temps, puis encore moins aujourd'hui, dans l'univers hyper polarisé qu'on est. On en parlait au dîner tantôt, tu sais, si t'es pas noir, ben forcément t'es blanc, puis il n'y a plus de... Ben, je peux-tu être gris, tu sais, puis comme trouver, tu sais, comme être dans le milieu, puis, tu sais, essayer de trouver un compromis dans tout ça. Tu sais, les gens sont très campés. On était reconnus d'un bord ou de l'autre, automatiquement. Là, c'est drôle parce qu'au Canada, c'était ce qui nous différenciait de beaucoup d'autres démocraties, c'est qu'on était plus souvent dans la zone grise que dans les extrêmes. Oui, on était au centre, puis la plupart on était en train d'être mal inspiré par nos amis du Sud, puis avoir de plus en plus d'opinions divergentes. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, puis tu as vraiment raison. Merde, j'ai perdu l'idée, ce que j'allais dire. Bon, ça va me revenir. Mais, oui, politicien, j'ai eu la même approche. On m'a approché, je ne sais pas pourquoi, moi, pourtant, je ne suis pas sociable pour 2 cents. Et ce que j'ai réalisé, c'est, oui, premièrement, faut être prête à manger des volets puis à se faire railler par le monde qui dit qu'ils t'aiment. Mais surtout, dans le monde actuel, c'est que si tu n'es pas prêt et tu n'endosses pas les paroles de ton chef, ben tu es tout aussi bien de ne pas être politicien. Puis ça, moi, si je me faisais élire comme politicien, ça ne serait pas pour que tu élises mon chef. Là. C'est moi que tu as élu. C'est pas mon chef. Mon chef, il a été élu par nous autres. Fine. Mais moi, là, je vais être représenté par le gars de mon quartier, pas par l'autre tata en haut qui pense qu'il est le père ou la mère qui sait tout. Non, mais c'est pour ça que c'est souvent, tu sais, ils font un travail nécessaire, mais c'est souvent plus, tu sais, comme je pense qu'il y a beaucoup de jobs qui peuvent se faire en background où tu es beaucoup moins exposé, puis quand même avoir, tu sais, si mon désir est d'avoir un impact sur ma communauté, ben je me dis, OK, je vais m'y prendre autrement, puis je vais le faire à ma façon, tu sais, en challengeant les gens sur t'es-tu heureux dans ta vie, tu sais, puis comment est-ce qu'on peut t'amener à ce que tu le sois, parce que souvent, ils vont avoir la conception que ce qu'ils ont en tête, c'est inatteignable, puis ben j'essaie de leur donner autant que possible des outils pour qu'ils puissent y arriver, tu sais,
c'est ça c'est que vrai je fais pour les gens de naturellement. succès. Tu sais, on parlait d'Avego Academy tout à l'heure, puis l'Authentic Mastermind. Les gens qui ont beaucoup de succès, c'est souvent ont le même problème, right? Ils sont pris dans la redondance de leur succès. Puis les rêves changent, mais ils sont toujours inatteignables, right? Fait que les gens sont comme dans l'argent, ça roule. Mais oui, mais c'est pas ça que je veux faire. Je travaille 80 heures par semaine, puis moi, je veux être en vacances, puis là, je peux pas. J'ai 300 employés, puis je sais pas où je m'en vais. Puis, tu sais, c'est de les ramener un petit peu à dire non, non, tu peux. Puis il y a une façon d'équilibrer ça. Puis t'en parlais tantôt, tu sais, ce qu'on voit beaucoup, c'est OK, tu sais, tout ce qui est Instagrammable présentement, tu sais, médias sociaux, tout est léché, tout est facile. Oh oui, j'ai 19 ans, puis je suis millionnaire. Tu sais, c'est one hit wonder. Puis, mais il y a souvent beaucoup de travail qu'on voit pas derrière. Puis c'est notre rôle, je pense, d'en parler, puis de faire réaliser aux gens. Oui, OK. Le succès, il est venu après 15-20 ans de dur labeur, de réseautage, de formation de toutes sortes. Puis, c'est une accumulation. C'est pas arrivé comme par magie du jour au lendemain. Puis, tu sais, il y a la notion de c'est quoi être millionnaire. Si tu me dis que tu es millionnaire parce que tu as 5 millions d'acquis immobiliers, mais ils sont tous hypothéqués à fond, ben, tu n'es pas millionnaire. Oui, c'est comme dire, mon entreprise, elle a un chiffre d'affaires de 5 millions, mais ça veut pas dire que ça te coûte 6 millions la rouler par année. Fait qu'il y a ça aussi. Là, on est souvent beaucoup dans le paraître, les gros chiffres. Puis, à un moment donné, c'est comme, est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu le fais-tu pour toi d'abord et avant tout, ou tu le fais pour épater la galerie autour? Exact. Ça revient un peu à tantôt, on parlait de ceux qui sont plus inspirants que éducatifs. Parce qu'à la fin, c'est du monde qui vient de capitaliser sur la masse des gens qui sont tannés de leur 9 à 5, puis qu'en offrant une voie de la facilité, ils disent, ils vont cliquer sur mon lien, ils vont payer mon programme de coaching à 100$, puis ça va être ça. Mais ultimement, c'est pas ça que ça représente. Puis c'est ça. Ça donne des fausses pistes. Fait que, c'est... T'sais, on a besoin des gens inspirants pour vrai. L'affaire, c'est qu'il manque de monde pour les garder inspirés. La seule façon de rester inspiré, c'est d'avoir l'éducation nécessaire pour continuer à rouler sur l'inspiration initiale. Fait que, tu sais, des motivologues comme Jean-Marc Chaput, comme Tony Robbins, c'est pas des gens qui vont obligatoirement te donner une technique, mais ils vont t'amener la drive que tu as besoin pour faire exécuter. Mais le problème, c'est que souvent, je voudrais 70% du temps dans le cas de ces deux personnages-là, cette drive-là, elle diminue, puis tu as besoin de te refaire motiver après 6 mois, 1 an, parce que tu n'as pas obligatoirement l'éducation nécessaire ou les connaissances nécessaires, puis tu n'es pas averti des murs qui s'en viennent. Un que j'aime bien, qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, mais tu sais, François Lambert, une des choses que j'aime de ce gars-là, c'est que il ne dit pas « Hey, c'est facile ». Il te le dit. Tu vas frapper 4 murs en chemin, puis ça se peut que tu perdes connaissance, puis tu perdes ta business, puis peut-être pas. Puis bon, je pense que c'est ça qui manque un peu, mais il manque aussi, c'est « OK, mais quel mur qui s'en vient? » Puis comment tu as fait, toi, pour franchir ce mur-là? Puis tu sais, comme moi, si jamais on réussit à avoir François Lambert dans notre podcast, puis ça va sûrement arriver, c'est sûr que je ne poserai pas une question sur comment il a réussi. Je vais lui demander c'était quoi les embûches puis comment tu as passé à travers. Voilà, les échecs sont plus importants que les réussites. Exactement. Et tu sais, puis l'autre chose aussi, c'est que quand on voit encore là de l'inspiration, c'est que ça donne une certaine motivation, mais ça ne te donne pas le pourquoi, dans le sens que... Oui, c'est ça. On voit toujours le pourquoi comme étant l'argent, mais l'argent, pourquoi l'argent? Tu sais, c'est-tu la liberté? C'est-tu un but en particulier? Puis ça, c'est ça qui... Le post que j'ai fait cette semaine sur les réseaux sociaux, c'est exactement ça. C'est ça, puis c'est ça que justement, le côté motivation ne vient pas donner. Non, je vous invite à aller voir sur mes réseaux sociaux. Je ne ferai pas l'élaboration de mon post. C'est très temporaire de dire « je veux plus d'argent ». Ouais. Oui, ben, parce que ultimement, c'est rarement le but. Les gens voient ça comme... En ce moment, c'est ce que c'est devenu. Oui, mais les gens voient ça, mais OK, mais tu vas faire quoi une fois que tu vas avoir cet argent-là? Parce que de l'argent, tu vas toujours en vouloir plus si c'est juste ça l'objectif après ma barre. Mais souvent, c'est comme, trouve ton vrai why, ta vraie motivation, puis ça va te permettre de passer au travers de bien des murs. Oui, puis elle peut changer. Tu as le droit de changer de motivation en cours de route. Il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose de super intéressant. J'essaie de me rappeler c'est quelle personne d'influence, mais il avait dit l'argent ne fait qu'amplifier tes défauts. Right? Fait que si tu es un trou de pète pauvre, tu vas être encore plus un trou de pète riche.
Right? Puis si tu es une personne hyper généreuse pauvre, tu vas être une personne hyper généreuse riche. Tu vas être comme 1000 fois plus généreux riche. Si tu es une personne qui est misérable puis qui voit tout en noir, mais ça va être 10 fois, 1000 fois plus noir si tu es riche. C'est un amplificateur de ton état d'origine. J'ai trouvé ça super intéressant. Oui, puis tant que tu ne travailles pas sur toi-même, parce que c'est ça aussi, tu sais, à un moment donné, c'est... On promouvoit beaucoup, OK, travaille sur ta business, mais si le mental ne suit pas, puis que tu ne te développes pas aussi en tant que personne, ben ça aussi, à un moment donné, tu frappes un mur parce que, tu sais, t'es plus à la hauteur de... Tu ne peux pas suivre, parce que dans le scénario actuel, on ne dit pas aux gens les difficultés qui s'en viennent. On dit juste, travaille fort, tu vas réussir. C'est pas si difficile que ça. Achète quelque chose, puis après ça, revends-les. Tu vas faire de l'argent. Oui, ça, c'est en économie fois 1000. Tu sais, quand il y a une pénurie d'auto, qu'est-ce qui arrive quand il y a trop d'auto sur le marché? Qu'est-ce que tu fais avec les 10 chars que tu as dans la cour? Ben, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs vivent en ce moment. Toutes les commandes qui ont passé il y a un an qui n'arrivaient pas, là, tout est arrivé en même temps. Et là, l'inflation est arrivée. Fait qu'au même moment, le monde perdait leur pouvoir d'achat avec les taux d'intérêt qui explosent. Fait que là, tu as un perfect storm où là, tu as un paquet de gens qui ont manqué d'inventaire à vendre depuis 2 ans, puis que là, ils sont pognés avec un paquet d'inventaire. Puis le monde n'a plus d'argent pour l'acheter. Exact. Ah, ouais. Fait que ça va être un autre sujet super intéressant à développer. On peut déraper facilement sur n'importe quel sujet. Bien, c'est ça qui va être le fun. Puis avec les invités qu'on va avoir, on va essayer d'avoir du monde le plus, j'allais dire verbatim, je ne sais pas si ça se dit, mais verbomoteur possible. Ouais, des gens qui sont capables d'interagir puis qui ont un sujet intéressant, puis on va pouvoir piquer là-dedans. Puis j'espère sincèrement qu'avec les invités qu'on va avoir l'opportunité de se faire démontrer qu'on a tort sur certains points. Moi, j'ai vraiment hâte de me faire challenger sur mes idées puis sur mes connaissances. Puis, je pense que ça va être vraiment cool. Inquiète-toi pas. Ouais. On va m'en occuper de ça aussi. Oui, mais c'est parce que je veux que les personnes sachent de quoi ils parlent, mais... Bon. Fait que c'est ça, il va faire notre épisode. Tout à l'heure, on vous a présenté Marc, qui était le premier associé de Blackbox Media, qui sont nos partenaires dans Tout le monde a toujours raison. Je vais vous présenter Reynaldo. Reynaldo, peux juste dire bonjour à la caméra, s'il te plaît. C'est Reynaldo Mendoza, le génie du marketing web en B2C, qui est copropriétaire de Blackbox Media, qui est donc un de nos partenaires dans le podcast. Puis vous avez tous vos besoins de podcast. Right? On a un studio ici qui est customizable. Ils offrent des services clés en main. Donc, ils vont faire le montage, le découpage, la propagation du message. Puis, avec l'agence de com de Reynaldo, ils peuvent même s'occuper de la publicité puis de s'assurer que vous ayez la visibilité nécessaire. Turnkey. Oui, exactement. Turnkey. C'est vraiment monté en plateau. Ray vient de rentrer dans le studio, fait que je voulais vous le présenter. C'était important. C'est un bel endroit. Tu seras montré en plateau, donc si tu veux te différencier, tu veux avoir un setup qui est propre à toi. Exact. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Là, Ray est aussi l'animateur du podcast Yellow Seats Podcast, qui est un super bon podcast bilingue. Et bien, ça, c'est une des chaises de Yellow Seats Podcast, parce que nous, on n'a pas encore fini notre setup. Ça va évoluer au fur et à mesure. Et c'est ça. Vous pourrez nous envoyer vos commentaires si vous voulez, si vous n'aimez pas quelque chose. Mais là, c'est parfait. Ça va. Ici, notre ami, il s'appelle M. Ananas. C'est son surnom. C'est son pen name. Et on trouvait que c'était le fun parce que le setup va dans les couleurs d'un ananas. Fait que ça tombait bien. Comme thème, moi, c'est ananas pour les pina coladas, puis c'est les vacances. Donc, exact. Fait que si vous avez des questions par rapport à différentes technologies ou pendant les podcasts, gênez-vous pas. On va être, comme je vous ai dit, sur toutes les plateformes. Vous allez aussi nous trouver sur mon site personnel qui est stylemedia.ca, stylesmedia.ca. On va probablement avoir une page Facebook dédiée au podcast qu'on va développer. Fait que tout ça, ça s'en vient.
Ça va probablement, le temps que vous ayez la diffusion du podcast, ça va probablement déjà tout être en ligne. Fait que tout le monde a toujours raison. Faites la recherche, on apparaît déjà. On avait déjà fait des podcasts avant la pandémie. C'est un retour qu'on fait. Donc, vous devriez nous trouver Version 2.0 améliorée. Exactement. Avec, vous êtes l'amélioration, entre autres. Là, ouais. Et vous et Black Box Media sont l'amélioration de tout le monde a toujours raison. C'est ce qui va nous propulser au prochain niveau, je l'espère. Je le souhaite. Le nouveau rang, celui d'Astico. D'Astico, oui, c'est ça. Partir d'ananas à Astico, je suis pas sûr que c'est un upgrade, mais c'est pas grave. Fait que je vous souhaite à tous une bonne semaine, puis on se voit au prochain podcast. Merci.